Bonjour à tous et à toutes, merci de débuter cette nouvelle semaine avec l'équipe du Club de lecture de France Culture. Jean Vilar a dédié toute sa vie au théâtre, un théâtre accessible pour tous, un théâtre populaire où le public compte autant que les comédiens et comédiennes sur la scène. Jean Vilar a marqué de sa patte le théâtre comme on le connaît aujourd'hui en France. Parmi son héritage, on trouve l'un des festivals du spectacle vivant le plus connu au monde, le Festival d'Avignon. Comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Jean Vilar se rêvait écrivain. Il écrira sans cesse, notamment des lettres nombreuses à Sartre, Malraux, Claudel, Cocteau, Casares. Ces missives et leurs réponses, compilées dans un livre, nous permettent ce midi avec nos invités et avec la communauté du Book Club de dresser le portrait d'un homme, Jean Vilar. La première année, il y avait 3 heures, d'ailleurs comme toujours nous l'avons fait pendant 19 ans. Nous ne sommes jamais descendus au-dessus de 3. Nous avons toujours tenu la doctrine et la méthode, disons, de la première année. Mais la première année, il y avait un fait assez étonnant. Et je crois qu'on le fait toujours quand on démarre. On veut tout et on fait tout. Le danger, c'est de se perdre et de se disperser. Mais à la vérité, il y avait 3 pièces, et 3 pièces dans 3 lieux différents. Ici même, dans cette cour, un Shakespeare, Richard II. À l'intérieur du palais, une pièce de Claudel, Tobie et Sarah. Et ensuite, au théâtre municipal, 3e lieu, la pièce d'un jeune auteur, Maurice Clavel, La terrasse de midi. Et il y avait là déjà beaucoup de gens qui par la suite devaient faire parler d'eux, et déjà certains qui avaient fait parler d'eux. Il y avait Alain Cuny, il y avait Germaine Montero, il y avait Béatrice Dussan, Hirsch et bien d'autres. Et puis, il y a eu dès la première année une très jeune fille. Jeanne Moreau. Et oui. Et c'est agréable aussi de penser qu'il y avait Moreau. Jean Vilar qui se raconte, qui se remémore en 1966, la toute première édition du Festival d'Avignon. Bonjour Violaine Vielmas. Bonjour. Vous êtes doctorante, vos recherches portent justement sur Jean Vilar et notamment sur sa correspondance. Vous avez établi, présenté, annoté cet ouvrage intitulé Jean Vilar, une biographie épistolaire, 260 lettres de et à Jean Vilar, parution aux éditions Actes Sud Papier dans la collection Le Temps du Théâtre. Vous nous plongez donc dans cette correspondance très riche, très dense de Jean Vilar entre 1943 et jusqu'à sa mort en 71. C'est une source incroyable. D'habitude, on a plutôt une correspondance dans un seul sens. Comment vous avez constitué ce corpus ? Comment vous avez les lettres qu'il a envoyées et qu'il a reçues ? Comment c'est possible, ça ? Oui, alors tout à fait. La grande difficulté quand on travaille sur une correspondance, c'est d'entendre les voix de tous les épistoliers, à la fois ceux qui écrivent et ceux qui reçoivent les lettres. Concernant Jean Vilar, lorsque j'ai commencé ma thèse, je me suis plongée dans les archives du Fonds Jean Vilar à Avignon. Et j'y ai découvert des centaines de lettres, mais surtout des lettres qu'il avait reçues et quelques brouillons de lettres qu'il avait préparés à faire dactylographier par ses secrétaires. Donc, face à cette ampleur et toutes ces voix, je me suis dit qu'il manquait quand même une voix centrale qui était celle de Jean Vilar, d'autant plus que je travaille sur la manière dont Jean Vilar écrit. Donc je voulais vraiment entendre sa voix et pouvoir le lire. Alors j'ai tout simplement regardé chaque correspondant présent dans ce fonds et j'ai cherché les ayants droit lorsqu'il y en avait. J'ai cherché les fonds d'archives également. J'ai donc consulté les fonds de Picasso, par exemple, de Malraux, de Cocteau et d'autres fonds encore, les fonds de Giono également. Et j'y ai trouvé parfois 1, 2, 3, 4 lettres de Jean Vilar et cela m'a permis de reconstituer ce puzzle finalement et de replacer au centre celui dont il était question et dont le travail m'intéressait et l'écriture m'intriguait. On comprend évidemment le travail colossal que vous avez fait pour reconstituer presque ces dialogues, parce qu'on voit en lisant votre livre comment est-ce qu'ils s'écrivent, comment ils s'adressent à l'autre et comment ils se répondent. Et ça, c'est vrai que c'est passionnant. Pour parler de Jean Vilar, comédien, Jean Vilar, directeur de théâtre, de son idée du théâtre aussi, de son héritage jusqu'en 2023, nous avons convié Stanislas Nordet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Touraine. Vous êtes comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre National de Strasbourg. Et justement, vous serez l'une des voix de Jean Vilar, en quelque sorte, au Festival d'Avignon cet été, puisque vous allez participer à la lecture de cette correspondance.
Question peut-être simple, mais que représente Jean Vilar pour vous? Est-ce que ça a été aisé de se dire que vous alliez lui prêter votre voix? Oui, j'ai l'impression que Villars, c'est un modèle, mais dans le sens large du terme, hein. Pas un modèle qu'il faudrait suivre parce qu'il a tout bien fait, mais simplement parce qu'il a été l'un des premiers à être comédien, diriger des théâtres, diriger des troupes, communiquer avec le pouvoir politique en place, c'est-à-dire au moment où il tente l'aventure d'Avignon, puis celle du Théâtre national populaire, il inaugure quelque chose. Il y a quelque chose de neuf à tous ces endroits-là, dans ces dialogues-là. Et je pense qu'à cet endroit-là, c'est un modèle formidable. Moi, j'ai jamais cessé de lire, de relire ses notes de travail, ses notes de service. Là, effectivement, la correspondance est très précieuse. L'an dernier, à Avignon, j'avais lu avec Anne-Marie Philippe la correspondance avec Gérard Philippe, qui est déjà une espèce de joyau incroyable dans le rapport entre ces deux hommes et tout ce qui se disait très franchement, hein. Il y a même on voit les moments où Gérard Philippe, président du syndicat des acteurs, s'oppose à Villars, qui dirige le Théâtre national populaire. Donc c'est un modèle dans le sens où à partir de son expérience, on peut comprendre des choses, on peut travailler, on peut s'améliorer. Il avait un rapport extrêmement fort aux auteurs aussi. Il a correspondu évidemment avec les auteurs. Il a essayé de faire avancer les choses à cet endroit-là. Donc là, je le rejoins. Et moi, dans mon expérience, on va dire, d'acteur, de metteur en scène et de directeur de théâtre, évidemment, c'est tous ces croisements-là. Comment est-ce qu'on parle aux acteurs? Comment est-ce qu'on parle aux politiques? Comment est-ce qu'on résiste à la pression politique? Comment est-ce qu'on se débrouille là-dedans? C'est exemplaire au sens d'un exemple. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des écrits. Peut-être que du coup, on a une impression qui est peut-être fausse, qu'aujourd'hui, il n'y a plus tous ces échanges, tous ces débats, toute cette réflexion, cette effervescence en quelque sorte. Stanislas. Alors, on écrit moins de lettres, hein, vous le savez, on écrit des mails, des SMS, donc ça existe. Il faudra trouver une manière de récolter ces sources-là plus tard. Effectivement, on est moins dans l'écrit, dans les lettres. Ceci dit, par exemple, dans ma grande collaboration et amitié avec Jean-Pierre Vincent, on s'écrivait énormément avec Jean-Pierre. On avait gardé ce rapport-là. Les choses restent. Après, Villars avait aussi une attention très forte à l'archive, hein, c'est-à-dire que dans les lettres, on voit aussi à quel point il est attentif et très raide même sur la conservation des archives du TNP, à quel point pour lui c'est important que ça reste, que ça perdure, non pas pour lui-même, mais simplement pour raconter quelque chose d'un fonctionnement, d'un mouvement qui peut servir aux autres. Parce que je pense que l'énorme qualité de Villars, c'est qu'il a cherché à servir aux autres, à tous les autres. Il y a une passe d'armes intéressante sur ce sujet des archives du TNP dans votre livre, Violaine Welmès. Tout à fait. On voit à la fin de sa vie, lorsqu'il a quitté la direction du TNP, il cherche à rassembler toutes les archives, toutes les lettres également, hein, mais toutes les archives qui ont pu être composées lors de sa direction. Et cet archivisme presque maniaque dont il fait preuve, c'est une manière, à mon avis, de chercher à transmettre une institution qui était encore naissante. Stanislas Nordel le dit très bien lorsqu'il dit que Villars est un initiateur, quelqu'un qui crée à la fois sur le plateau, mais aussi ce qui entoure le plateau et dans son lien aux politiques. Il a d'ailleurs vu l'avènement d'un ministère des Affaires culturelles et la nomination de Malraux comme premier ministre des Affaires culturelles. Donc il a la sensation de vivre quelque chose et de créer quelque chose d'historique, mais en même temps de très fragile. Et les écrits sont là pour donner une histoire, pour doter ces institutions-là d'une histoire et d'une certaine forme de légitimité. Il a bien fait, puisque tout ça est parvenu jusqu'à nous et on peut en discuter évidemment aujourd'hui. Alors on va écouter Johan de la librairie du Festival d'Avignon au sujet de ce livre. Donc, Jean Vilar, une biographie épistolaire. On écoute Johan. C'est avec un grand plaisir que je lis cette correspondance. C'est très agréable, c'est aussi très instructif. On croise toutes les personnes qui ont fait le théâtre des années 50, 60. La création du TNP, le Festival d'Avignon, Malraux, Sartre, Jeanne Laurent, Maria Casares bien sûr, et beaucoup d'autres. On voit se faire ce qui est aujourd'hui une histoire, et l'édition est parfaitement réalisée, la préface est très précise, très subtile, et tout se mêle comme ça dans cette correspondance pour en faire finalement une biographie professionnelle, la biographie de Jean Vilar, de cet homme qui ne souriait jamais sur les photos. Et j'ai vraiment passé
au milieu de mes cigales, vraiment un temps de repos à lire Jean Vilar et quelque chose qui donne confiance aussi. Et je voulais retenir un des passages dans sa correspondance avec Malraux, où un petit peu agacé de ne pas être soutenu, il répond à Malraux je n'aime pas flatter, je n'aime pas attendre, je n'aime pas quémander. Peu plus tard, il poursuit par on sait faire ou on ne sait pas faire. Le reste des gens doivent vous faire confiance. Et on sent ici la foi de Vilar en lui, en son travail, en l'effort, en ses collaborateurs, en ses comédiens. Il y a quelque chose d'incorruptible quand on lit sa correspondance. Et j'aimerais que ça soit vrai. Peut-être que sur le plateau, quelqu'un pourra me le confirmer. J'aimerais bien savoir définitivement que Vilar était un incorruptible, quelqu'un qui faisait un travail juste. Stanislas Nordet nous lira tout à l'heure cette lettre de Jean Vilar à André Malraux. D'abord, est-ce qu'il était incorruptible, Violaine Vielmas, Jean Vilar? Oui, alors, il me semble qu'on peut affirmer cela aujourd'hui, c'est un homme très intègre, c'est un artiste droit, il le dit lui-même d'ailleurs dans une de ses lettres à sa femme, je suis tout de même une ligne droite, et ce n'est pas une posture, c'est-à-dire que c'est un artiste qui a fait preuve d'une éthique forte, qui n'a jamais renoncé. Il n'a jamais compromis son idéal de rendre accessible le théâtre à tous. On le voit dans ses lettres à la fois aux comédiens, dans ses lettres aux politiques, dans ses lettres aux auteurs. C'est une ligne droite dans le sens où il ne va jamais privilégier sa carrière personnelle sur son engagement collectif. Et on le voit d'ailleurs particulièrement en 1968, lorsqu'il aurait pu devenir directeur aux côtés de Pierre Boulez et de Maurice Béjart d'un théâtre national lyrique. Et il refuse finalement par refus de se contredire et d'aller contre son engagement en acceptant les honneurs d'un gouvernement qu'il récuse par ailleurs. Le poète Claude Roy, et qu'il a bien connu, disait de lui qu'il était un homme d'une extrême dignité. Vous avez cette image, vous aussi, Stanislas Nordet? Alors moi, je rebondis sur ce qu'a dit Johan, parce que moi, j'avais souligné, évidemment, je n'aime pas flatter, je n'aime pas attendre, je n'aime pas quémander. C'est magnifique, cette lettre en 1946 à Malraux. Oui, mais il faut aussi se rappeler qui est Jean Vilar. Jean Vilar, c'est quelqu'un qui n'est pas un héritier, hein, c'est quelqu'un qui a des origines sociales très, très modestes, qui s'est construit pas à pas, avec des convictions profondes, et qui, voilà, moi, c'est l'image d'un voilier au milieu d'une tempête et qui résiste à toutes les avaries, toutes les intempéries, c'est-à-dire il a essayé de maintenir le cap droit. Et ce qui est magnifique, je trouve aussi, c'est tout le lien avec les comédiens et toutes les discussions avec les comédiens, notamment la tentation de certains comédiens d'aller vers le cinéma, la tentation de l'argent, la tentation de la carrière. Il y a une lettre magnifique à Christiane Minazzoli où il résume ça, c'est un véritable credo pour le comédien de théâtre tenté par la réussite, l'argent, les affaires, etc. Donc oui, je pense que à cet endroit-là, il a posé un certain nombre de bases qui nous servent encore et sur lesquelles il est important de revenir. C'est-à-dire ces témoignages-là sont extrêmement précieux et le bouquin, justement, que cette biographie épistolaire, elle est très très bien faite parce qu'elle permet d'aborder tous les aspects du chemin du théâtre. Le rapport à l'artistique, mais aussi le rapport à l'administratif, le rapport à la technique. Il faudrait parler aussi de Vilar en 1968, face à Julian Beck, Judith Malina et le Living Theatre. Il invite au Festival d'Avignon son contraire, finalement. C'est-à-dire, il ouvre la porte aux autres et il est pris à ce moment-là dans une polémique dont il se sort très bien aussi. Il va défendre le Living jusqu'au bout. On va revenir évidemment sur sa création du Festival d'Avignon, sur le TNP. Si on reprend le début de sa vie, 1912, il naît donc à Sète, et puis il se rêve d'abord, Vielmas, écrivain. Il veut écrire, il va écrire des premières pièces, notamment de théâtre, et puis ensuite il va aller justement monter sur scène et retrouver les cours de théâtre de Charles Dulin. C'est assez rapide, et là, c'est à ce moment-là qu'il se dit, moi je dois être sur scène. Au moment où il rencontre Charles Dulin.
Alors, si on écoute véritablement Villard, c'est une vocation accidentelle et c'est vrai, hein, ses journaux de jeunesse montrent qu'il se rêve écrivain. Il monte à Paris pour devenir écrivain, et à Paris, il rencontre par hasard, alors qu'il travaillait sur des textes et des traductions de Shakespeare, mais dans un but plutôt littéraire que théâtral, un ami lui propose d'aller assister à une répétition plutôt, de Charles Dulin, et il découvre le théâtre. Et ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que ce n'est pas le théâtre qu'il a souhaité découvrir ou entreprendre, c'est l'école de Charles Dulin. C'est-à-dire qu'il a d'abord été fasciné par des techniques de travail, par une éthique de travail, par une exigence profonde. Et je pense que l'exigence et l'intransigeance, d'ailleurs, sont des qualités chez Jean Vilar, à la fois dans son domaine, dans le domaine artistique comme dans le domaine, comme dans la sphère politique ou administrative. Et c'est un peu en écho à ce que disait Stanislas Nordet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va pas simplement être comédien. Très rapidement, il va monter une compagnie, il va prendre des responsabilités, il va gérer la logistique aussi en quelque sorte. Tout à fait. Et il va commencer d'ailleurs à jouer par hasard. C'est-à-dire qu'il leur manquait un comédien lors de la tournée avec sa première compagnie, La Roulotte. Et il accepte finalement de monter sur scène. Et ça fonctionne. Et je pense que c'est cette première rencontre très, très sincère, très spontanée et inattendue, non pas programmée, avec le public, avec la connivence qui peut exister entre un comédien et le public, qui va le lancer sur cette nouvelle ligne droite, finalement. Et puis on avance dans le temps évidemment, et là René Char intervient. Il l'a applaudi dans ce spectacle, Meurtre dans la cathédrale, si je dis pas Tout à fait. de bêtises, en 1945. Et vous dites que c'est dans une lettre décisive que René Char lui fait naître l'idée de prendre le large et de jouer en plein air à Avignon. Tout à fait. René Char, en 1940, alors en décembre 1946 pour être plus précise, le met en relation avec un couple de critiques d'art et de collectionneurs qui souhaitaient organiser une exposition d'art contemporain dans la chapelle du Palais des Papes d'Avignon. Et ils ont demandé à René Char s'il pouvait adapter son texte poétique Le Soleil des eaux, faire une adaptation cinématographique. Et René Char a songé à Jean Vilar pour incarner un rôle. Donc il lui propose, il lui écrit cette lettre en lui disant justement... Je voudrais vous rencontrer, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Finalement, le film n'aura pas lieu, mais le couple de critiques d'art proposera à Jean Vilar de venir jouer Meurtre dans la cathédrale une fois lors de cette exposition. Vilar commence par refuser, comme à son habitude, puis il reviendra les voir avec la proposition des 3 créations dont on a entendu la présentation par Vilar lui-même en début d'émission. Il dit on veut tout, on fait tout, Stanislas Nordet. C'est ça aussi l'esprit, l'état d'esprit d'Avignon. On met les mains dans le cambouis et on propose quelque chose de nouveau aux spectateurs. L'idée d'inventer ce nouvel espace théâtral, une nouvelle esthétique, un nouveau public aussi plus populaire. C'est là que débute l'esprit du théâtre par Jean Vilar. Oui, et on est après la guerre, hein, évidemment, faut recontextualiser. Il y a à cette époque-là, le théâtre d'art n'existe qu'à Paris pour quelques privilégiés, et tout d'un coup cette impulsion qui va être relayée par Jeanne Laurent, formidable figure dont il faudrait parler longtemps, qui va encourager et permettre toute cette décentralisation théâtrale d'exister. C'est d'abord porté par des artistes comme Vilar, mais comme d'autres, qui ont la conviction qu'il faut que le théâtre s'adresse à tous. Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la décentralisation culturelle. Elle a réussi, elle n'a pas réussi, elle a été au bout, elle n'a pas été au bout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vilar et toute cette génération ont considérablement élargi le public qui allait voir du théâtre. Aujourd'hui, tout le monde n'y va pas encore. Il y a encore du boulot à faire, mais c'est énorme le pas qui a été fait. Alors, on ne peut qu'être étonné, par exemple, quand on entend la récupération honteuse de Laurent Wauquiez qui cite Vilar dans le journal du dimanche, alors qu'il fait exactement le contraire et qu'il met un petit peu à bas tous les fondements de cette politique-là. Mais ce qui est important de dire, c'est que Vilar, il a fait
il a dit et il a fait. Parce que parfois on dit et on ne fait pas, et il a fait, il a mis en œuvre, il y a laissé sa santé, beaucoup de choses, mais il a construit ça, et c'est pour ça que parfois il est très dur avec ses collaborateurs, c'est parce qu'il leur dit notre tâche est immense et on ne peut pas faire les choses simplement à moitié. Donc il a été au bout, oui, il a cherché quelque chose, et puis au moment, et ça c'est très beau, où il pense que il n'est plus à même lui de mener tous ces combats-là, il se retire, il laisse les outils à d'autres, ce qui aussi est une preuve de grandeur d'âme. Oui, tout à fait. Il se retire donc en 1963 à 50 ans de la direction du Théâtre national populaire. Il conserve par contre le Festival d'Avignon, qu'il réforme profondément. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'il ne se sent plus capable de mener à bien. Alors évidemment qu'il est usé, comme le dit très bien Stanislas Nordet, il est usé physiquement, moralement, par tous les combats qu'il a eu à mener. C'est Jeanne Laurent, hein, pour dire que vous évoquiez tout à l'heure Stanislas Nordet, Oui, qui lui confie la direction du oui, Théâtre national populaire en 1951 et oui, jusqu'en 1963. Il va d'ailleurs jouer lui-même sur scène près de 25 personnages, je oui. crois. C'est là où il s'épuise, c'est là où il est fatigué par tout ça. Oui, alors évidemment qu'il y a le fait de jouer sur scène, le fait de créer des mises en scène, le fait de faire le lien entre les différentes équipes artistiques, le fait d'être individuellement et financièrement individuellement responsable du TNP. euh, Et le fait de faire le lien avec les tutelles et avec les services administratifs. Donc tout cela, ça l'épuise, c'est vrai. Mais il y a aussi chez lui, je pense, une grande peur du succès. Il se méfie du succès. On le voit d'ailleurs, hein, dans la lettre dont parlait Stanislas Nordet, la lettre à Christiane Minazzoli. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui se construit dans l'adversité, pas par goût de l'obstacle ou par plaisir de la contradiction, mais parce qu'il sent que c'est là justement que se joue quelque chose. Et en 1963, le TNP fonctionne très bien, ça roule, ça y est. Bien qu'il y ait toujours évidemment des conflits à régler, ça roule. Et donc je pense que il se retire justement à ce moment-là. Il y a une très belle lettre d'ailleurs, hein, où il explique pourquoi il va confier les clés de la direction du Théâtre national populaire à George Wilson. Et il se retire au moment, finalement, où, ça y est, il a mis en place ce théâtre. Ce théâtre accueille chaque soir des milliers de spectateurs qu'il a fidélisés. Et il s'en va vers d'autres aventures. Le club d'essai de la radiodiffusion française présente Le micro sous les planches. Les répétitions de l'Avare, sous la direction de Jean Villard, avec la troupe du Théâtre national populaire. Aujourd'hui, les premières lectures dans le bureau de Jean Villard. Mon Dieu, tous ces jeunes blondins sont agréables et débitent fort bien leur fête. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Il vaut mieux pour vous. Oui, c'est net ça. Il vaut mieux pour Aussi, vous. il est d'un point de vue qui dit bon, on s'arrange toujours avec un mari, quoi, après tout. On se marie avec lui, il a des frics qu'on va, après on voit bien toujours. Hein. Ça va plus loin alors. Non, mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien à la fête, mais la plupart sont gueux comme des rats. Ben, ça non plus, c'est pas drôle. On n'est pas dans le romantisme. Hein. C'est ça. Non, mais pas du tout, c'est pas la vie de bohème, ni enfin le petit romantisme, disons. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fête. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. J'avoue que les sens n'y trouvent pas si bien leur compte. Et... Non, je crois que c'est carrément, c'est démonstratif. J'avoue que les sens Sens, n'y trouvent ils pas trouvent bien pas leur compte. Bon, mais carrément, hein. Ça qu'il y a quelque peu hein, dégoût à côté, essuyer avec un tel époux. On est dans son bureau, Stanislas Nordet. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il veut, à la virgule près, à l'intonation près. Il dirige les comédiens. Oui, alors là, on est tous différents. Hein. Lui, il était à cet endroit-là. Je pense qu'il devait aller vite aussi, si vous voulez. Moi, c'est une des choses qui me frappe, c'est-à-dire il fait tellement de choses. C'est tellement les travaux d'Hercule que, d'ailleurs, souvent, il y a une très belle lettre aussi de Maria Casares qui lui reproche de ne pas passer assez de temps en répétition. Elle lui dit qu'elle a besoin de plus de temps pour jouer, pour préparer Phèdre. Et elle lui reproche, finalement, de se disperser. C'est un reproche gentil, mais... il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il devait aller à l'essentiel.
tout le temps. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la fatigue, elle vient de là aussi. Je connais bien ça, la direction du Théâtre national de Strasbourg. C'est-à-dire quand on a plusieurs casquettes comme ça, la difficulté, c'est d'être à 100% à chaque endroit. Et parfois, on est un peu brusque ou un peu rapide ou on saute quelques étapes parce qu'on a une impatience, parce qu'il y a autre chose à traiter d'aussi important à côté. Voilà, non, je comprends ça très très bien. Est-ce que selon vous, il considérait le métier de comédien, le fait d'être comédien, plutôt comme un métier, ou est-ce que c'était plutôt une passion, presque un militantisme? On sait qu'il y a aussi une approche politique, peut-être sans être militant, mais est-ce que c'est quelque chose, comme on dit, qu'il a dévoué sa vie au théâtre? C'est ce qu'il fallait faire? C'était sa façon de faire? Alors, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a son rapport au comédien. C'était un amoureux fou des acteurs et des actrices. Et il y a lui-même comédien. Donc, je pense que c'est pas exactement le même regard. Effectivement, je ne pense pas qu'il ait mis au premier plan son geste à lui de comédien. Il est intéressant de voir qu'il a participé à certains films. Notamment, il a tourné pour Gérard Philippe. Il y a toute une correspondance qui est très belle là-dessus sur les aventures de Tilde Espiègle que mettait en scène au cinéma Gérard Philippe avec Jean Vilar qui jouait. Mais je pense qu'il avait un amour fou de l'acteur en tout cas. Et ce qui est beau, c'est cette coexistence entre un amour fou du public, un amour fou des acteurs, un amour fou des textes. Et au milieu de ça, essayer d'institutionnaliser ça, parce que finalement, il représente quelque chose de ça, de la création de l'institution. Comment est-ce qu'un artiste peut être à la tête d'une institution et garder en même temps sa vie d'artiste intacte et intègre? Violaine Delmas, c'est ça l'héritage de Jean Vilar, en fait. Tout à fait. C'est ce tiraillement très très fort entre le contrôle nécessaire que nécessite le jour, on va dire, l'administration, la création, le réglage des déplacements, la mise en scène, et le lâcher-prise du soir, nécessaire au jeu, finalement, et la liberté que lui apporte le plateau et qu'il apporte aussi aux comédiens de sa troupe. Tout à fait. Stanislas Nordet, est-ce que vous voulez bien prêter votre voix à Jean Vilar dans cette lettre à André Malraux? Qui est la dernière lettre dans l'ouvrage, et qui est une lettre qui n'a pas été postée, qui n'a pas été de son vivant. Dimanche 16 mai 1971. Cher André Malraux, et tout d'abord que je vous dise qu'il est bien agréable de vous retrouver. Et de vous retrouver, ceci sans malice aucune, éloigné des responsabilités du pouvoir politique s'entend. J'ai toujours pensé, suis-je le seul, que De Gaulle, en vous proposant les affaires culturelles, ignorait que dans les circonstances du moment, il ne vous offrait que du vent. Dans cette société à intérêt, les affaires, quel mot culturel, ça n'a pas existé, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais, au su et au vu du ministre lui-même. Ce qui ne veut pas dire que votre venue aux affaires n'ait pas été significative et en tel secteur efficace. Simplement, on eût préféré le pouvoir créateur, vous, dans un autre secteur plus consistant, plus exigeant, celui de l'éducation nationale par exemple. Quand j'ai rencontré le général en mars 1968, ceci grâce à votre intervention, n'est-ce pas, j'ai été stupéfait par ce sentiment de solitude qui émanait de sa personne. Quand je suis sorti du bureau du général, quand sous mes semelles j'ai entendu crisser le gravier de la cour de l'Élysée, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai bien compris que l'épaisseur sociale empêcherait tout mouvement, toute réforme profonde, disons toute révolution artistique. Le discours du 30 mai, qui est un indigne mensonge politique, Malraux, qui est un très vulgaire discours électoral, ô mon auteur de la condition humaine, n'a pas confirmé mais consacré, rendu à mes yeux historique cet état de fait. Cette société est triste et sans espoir, parce qu'on ne lui donne qu'à penser au fric. Bref, voici ma question. Malraux, vous avez vécu pendant plus de 10 ans au sein même des affaires publiques, à la droite du chef de l'État. Êtes-vous prêt à exposer publiquement, c'est-à-dire ici même devant ce témoin qu'est la caméra, la difficulté extrême, l'impossibilité de concilier durablement liberté de création et pouvoir politique sous quelque régime que ce soit? Avec mes bons sentiments de retraité, Jean Vilar.
Merci Stanislas Nordet. On sent un Jean Vilar très critique, donc très engagé aussi, quelques mois avant de mourir. Quelques jours. Quelques jours même. Quelques jours, tout à fait. C'est pour cela que c'est un brouillon de lettres et qu'elle n'a pas été envoyée. Qu'est-ce que ça dit de son positionnement, de son engagement politique aussi dans la société en tant qu'homme de théâtre, Stanislas Nordet? Alors, c'est un équilibre subtil, on va dire, là aussi. Ça renvoie à mon expérience, c'est-à-dire, on est forcé quand on dirige des institutions publiques, et c'est normal de dialoguer avec le pouvoir en place. Ce dialogue est souvent complexe. Et de la part de Vilar, je pense qu'il a toujours cherché à trouver le juste équilibre. Il s'est très rarement positionné politiquement. Il l'a fait, je crois, en s'engageant en 65 pour la candidature de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Il y a aussi des échanges avec Mendes France, mais il a toujours essayé de maintenir le bateau à flot pour ne pas céder à quelques influences extérieures, maintenir l'indépendance et en même temps cette obligation de dialoguer avec le pouvoir politique, avec les pouvoirs politiques, qui soient ceux de la ville, ceux de l'État, ceux de la région. Aujourd'hui, là encore, c'est un exemple, c'est un modèle. C'est comment est-ce que, alors qu'on est à la tête d'institutions publiques, on a aussi la force et le droit de critiquer l'institution publique quand elle n'est pas au bon endroit. Quand vous prenez la direction du aujourd'hui, théâtre... encore une fois, cette question-là, elle est brûlante. Et merci à Vilar encore de la soulever, de nous montrer comment, lui, il a tenu les deux bouts de la chandelle. Un dernier mot sur son héritage. Quand vous prenez la direction du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis en 98 et que vous diffusez ce manifeste pour un théâtre citoyen, c'est une revendication de cet héritage, Stanislas Nordet? En partie, oui, c'est-à-dire, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour moi, c'est une revendication de l'héritage de Vilar, mais aussi de celui d'Ariane Mouchkine, de Jacques Copeau, de Jean-Pierre Vincent. C'est-à-dire que les aînés nous montrent les voies et c'est en ça que ce sont précieux. Ces témoignages-là sont précieux. Moi, j'ai jamais été un fan de l'archive, mais je trouve que par moments, c'est passionnant et important parce que ça permet de s'orienter quand on est un petit peu perdu dans la forêt. Et voilà, oui, bien sûr que... Bon, j'aime pas les termes d'héritier, etc. Oui, mais évidemment. Mais je trouve que oui, c'est c'est une boussole. Voilà. Sans lui, le théâtre aujourd'hui en France, Violaine Welmas, n'aurait pas été le même. Non, pas du tout. Non. Jean Vilar fait vraiment partie Alors, il n'est pas le seul, hein, mais il fait partie de toute une constellation d'artistes, d'animateurs populaires aussi, qui se sont engagés pour la décentralisation, pour le changement aussi du rituel théâtral, pour le rendre moins imposant, moins intimidant, pour des spectateurs qui n'étaient pas encore spectateurs et qui n'avaient pas l'habitude d'aller au théâtre. Donc oui, le théâtre a profondément changé en France, je pense, grâce à ces artistes engagés dans l'après-guerre, puisqu'on rappelait effectivement que le contexte n'était pas le même. Mais il me semble que la leçon qu'ils nous lèguent aujourd'hui n'est pas tant une manière de faire qu'une éthique et qu'une droiture, justement, qu'une volonté de persévérer, quelles que soient les conditions sociales, politiques ou financières du moment, pour rendre accessible le théâtre et l'art, finalement, à tous et à toutes. On l'a entendu dans cette lettre, Jean Vilar, qui est donc très critique sur la politique, mais qui est très attaché toujours à Malraux. Il lui dit, et il lui glisse à la fin, puisque vous parliez de financement, qu'il doit payer plus de 23 millions d'euros d'anciens francs à l'État, alors qu'il est à la retraite. Évidemment, l'idée de l'argent et de l'investissement qu'on met dans le théâtre, c'est aussi très, très important. Merci à tous les deux d'être venus dans le Book Club. Violaine Welmas, je rappelle, Jean Vilar, une biographie épistolaire, 260 lettres de et à Jean Vilar. C'est aux éditions Actes Sud Papier. Et puis Stanislas Nordet, merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous lirez au Festival d'Avignon cet été quelques lettres de cette correspondance de Jean Vilar. Vous y jouerez également la question d'Henri Alleg au Théâtre des Halles d'Avignon du 7 au 26 juillet prochain. Et vous retrouverez bien évidemment Bienvenue au Club avec Mathilde Wagman durant tout cet été et notamment au Festival d'Avignon en direct. Merci à tous. Merci beaucoup. Dans un instant, on écoutera l'épilogue du Book Club, mais d'abord Charles Danzig et ses quadrithèmes.
Les livres de Montmartre forment presque un genre. C'est une catégorie qui comprend beaucoup de souvenirs, mais pas seulement. Parmi eux, les prosateurs sont nombreux et souvent bons. Comment rater Montmartre ? Elle fournit tout. Et en même temps, c'est ce pittoresque, ce pré-mâché, qui peut précisément faire manquer ces livres. Certains d'entre eux ont l'air de marchands ambulants de Sacré-Cœur en miniature, de cartes postales de la Goulue et de MP4 des escaliers de la Butte. Les plus risqués sont les livres de souvenirs, si souvent dégoûtants de nostalgie, de complaisance envers le passé, de narcissisme déguisé en visite touristique. Et puis, il y a des romans, pas si nombreux. L'un des meilleurs est de Francis Carco, Jésus Lacaille, qui date de 1914. Jésus Lacaille est le personnage principal. À cette époque-là, le titre était très explicite. En argot, un Jésus était un homosexuel passif qui attirait les gens dans des pièges. De manière générale, Carco, qui n'était pas gay mais sortait beaucoup, en particulier dans les boîtes de travestis, raconte quelque part que les gays s'adressaient alors des « Mon Jésus ». Il y avait à Montmartre, rue Berthe, une boîte de travestis qu'il fréquentait, la Petite Chaumière. Petite elle était, il ne devait pas y entrer 20 tables. Même si nous ne savons plus ce qu'est un Jésus, le titre garde quelque chose de très ambigu, oxymorique. On sent bien un Jésus suivi d'un surnom féminin. Il y a là quelque chose de pré-Jean Genet. Dans Rendez-vous avec moi-même, un autre livre, Carco s'attribue l'invention du surnom Lacaille. Et Lacaille, c'est presque Divine, le héros de Notre-Dame-des-Fleurs, qui vivra 20 ans plus tard près du cimetière Montmartre. L'intrigue est assez simple, policière et de peu d'intérêt. Jésus Lacaille vit avec son homme, surnommé Bambou, lequel a été arrêté par la police. Il y a un meurtre. Le principal, c'est ce qu'on appelait l'atmosphère. Le Montmartre interlope avec ses prostituées, ses travestis, ses trafiquants, ses Jésus, très différents de Belleville, quartier voisin aux coutumes semblables et qui semble pourtant un autre monde. Il y a des boîtes où des prostituées mâles proposent aux clients des scènes antiques refaites par des modèles vivants. C'est ainsi que Jésus Lacaille refait la Vénus de Médicis. Il y a porté des épaules de tout premier ordre, du naturel, et, en rien de temps, il devint célèbre, sa répugnance a changé la pose jusqu'à son mépris, son caprice, ou sa complaisance n'étant aussi habilement simulée par aucun. Surtout, c'est un beau livre sur la nuit à Montmartre. On sent bien que Carco l'a vécu. Déjà, la nuit tombait. Entre les maisons noircies du boulevard, le ciel plus clair brillait légèrement. L'eau des ruisseaux le reflétait. On allumait les étalages des bars, de grands cafés, déserts et mélancoliques, et, tout au sommet d'une étroite maison de plâtre, flamba la première réclame lumineuse. On sort ce soir ? Les quadrithèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui prépare à mes côtés cette émission. Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic. C'est Thomas Beau, et oui, c'est lui qui réalise l'émission. Merci Thomas. À la prise de son ce midi, Ruben Garmazine à France Culture à Paris. Et nos amis de France Bleu Touraine que je remercie également pour le duplex. Le Book Club revient demain, bien sûr, et nous tournons comme tous les jours. La dernière page, voici l'épilogue. Alors, si on écoute véritablement Villars, c'est une vocation accidentelle. Villars, c'est un modèle, mais dans le sens large du terme, pas un modèle qu'il faudrait suivre parce qu'il a tout bien fait, mais simplement parce qu'il a été l'un des premiers à être comédien, diriger des théâtres, des troupes, communiquer avec le pouvoir politique en place. À cet endroit-là, c'est un modèle formidable. Il a la sensation de créer quelque chose d'historique, mais en même temps de très fragile. Et les écrits sont là pour doter ces institutions-là d'une histoire et d'une certaine forme de légitimité. Il a cherché à servir aux autres, à tous les autres. Villars, il a fait. Il a dit et il a fait. Et ça roule.